pour moi, c'était 1 an et demi, 7 sur 7, à bosser comme une dingue du matin au soir. Puis je me suis dit, je vais prendre une semaine de vacances. À la reprise, c'était catastrophique parce que dès que j'ouvrais l'ordi, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, je me disais, putain, mais il se passe quoi? Et j'ai vraiment senti que mon corps me disait, non, là, va falloir te poser beaucoup plus. Et ça a été extrêmement difficile à gérer pour moi parce que j'ai eu un ralentissement obligé par mon corps. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode et bienvenue à toi sur le podcast. Je suis hyper content de t'avoir avec moi. Merci Loane, moi aussi je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. Je suis hyper content de t'avoir ici parce que déjà tu es aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie énormément et puis que j'ai la chance de pouvoir rencontrer régulièrement depuis 2-3 ans maintenant pour parler de business, dev perso et tous ces sujets-là. Tu es aussi une inspiration d'un point de vue business aussi pour moi sur beaucoup de sujets dont on va également parler aujourd'hui. Et puis surtout, j'étais hyper content de pouvoir partager un petit peu ton histoire aujourd'hui dans cet épisode. Chouette, écoute, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir aborder tous les sujets que tu souhaites. Concrètement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui découvriraient pour la toute première fois sur l'épisode, Lisa, grosso modo, moi, je t'ai connue il y a 2 ans, 3 peut-être même maintenant. 2 ans et demi, on s'est connus en 2020. Exactement. Fin 2020. Fin 2021. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rencontrés dans un mastermind, mais qu'on habite en réalité quasiment à 15 minutes à Annecy. C'est ça. En fait, à l'époque, on était à 15 minutes l'un de l'autre. Maintenant, j'ai déménagé, mais ouais, c'est vrai. Et on s'est rencontrés dans un mastermind. La première fois, ça devait être à Paris ou quelque chose comme ça. Bref, assez marrant. Et quand je t'ai rencontré pour la toute première fois à l'époque, donc tu étais sur les lancements. Tu avais déjà lancé depuis quelques mois ton activité en ligne. Et à l'époque, c'était un programme de formation autour de la nutrition qui s'appelle d'ailleurs toujours IDGI. Exact. Et c'était une académie, si je dis pas de bêtises, qui se lançait, qui marchait plutôt bien. Et puis surtout, je me rappelle de toi avec une énergie de dingue et surtout avec l'envie de tout péter. Et d'ailleurs, on va le voir, mais tu as quand même pété pas mal de choses depuis. Jusqu'à aujourd'hui, une Lisa qui continue IG et qui a lancé de nouvelles choses. Et là, je te laisse un petit peu prendre le relais là-dessus parce que je suis beaucoup moins calé et beaucoup moins au courant de tes avancées depuis. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plus de 6 mois maintenant. Oui. Et puis malheureusement, alors la force des masterminds, c'est qu'on connecte avec beaucoup de personnes. Et pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi, je peux que recommander d'aller vers un mastermind qui vous appelle, mais d'en faire un. Surtout quand on débute, parce que cette notion de réseau est hyper importante. Et toi, tu faisais en effet partie des personnes avec qui j'avais toujours plaisir à échanger parce que on avait des visions communes de l'activité. Et puis ce que tu faisais aussi était hyper inspirant. Et en gros, ce parcours durant ces 3 ans, en effet, il a beaucoup évolué parce que, en tant que personne, déjà, on évolue beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur outil de développement personnel que de lancer un business parce qu'on est face à nos propres limites constamment. Et donc, je sens que j'ai beaucoup changé et j'ai beaucoup évolué en ces 3 ans. Et quand on s'est connus, en fait, j'avais eu la chance, en effet, de lancer IG One, qui est donc la première formation de mon académie IG. Donc, juste pour remettre un peu de contexte, IG, c'est la déesse de la santé préventive. Donc, mon académie, c'est vraiment une académie de la santé préventive. Aujourd'hui, on a plusieurs formations autour de cette thématique. Et ça a été un grand succès parce qu'en fait, j'avais vraiment comme mission de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. Donc, j'avais déjà un podcast qui tournait, j'avais déjà une communauté qui attendait qu'une chose, c'était que je lance une formation. Donc, ça a très bien fonctionné. C'était le 3 mars. D'ailleurs, on va fêter très bientôt les 3 ans de l'académie. C'était le 3 mars 2020. Et j'ai intégré le mastermind parce que j'avais peur d'exploser en plein vol, en fait. Je me suis dit, non, mais là, je suis dépassée par les événements, il y a trop de trucs à gérer. Et c'est vrai que grâce au mastermind et grâce aux rencontres que j'ai faites dans ce mastermind, j'ai appris à déléguer, je me suis entourée d'une équipe, j'ai commencé à automatiser, à créer des process, à vraiment, en fait, assurer, en fait, que mon activité puisse grandir sereinement. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu... on va dire que quand j'ai commencé IG, j'étais thérapeute, naturopathe, nutrithérapeute, réflexologue. Une envie de démocratiser, de me dire, mais en fait, la terre entière devrait connaître ce que j'ai appris pour prendre soin de soi. Donc, je me suis mis corps et âme dans le podcast, dans Instagram, dans la formation. Puis en fait, au bout d'un moment, tu sens que tu as fait le tour. Tu sens que tu as déposé le bébé et que maintenant, c'est entre les mains des élèves et de la communauté. Et moi, j'aspirais aussi à aller découvrir d'autres choses parce que cette notion de santé, pour moi, elle a toujours été holistique. Donc, holistique, c'est rigolo parce que j'ai vraiment vu l'évolution de ce mot en 3 ans. Il y a 3 ans, je parlais de nutrition holistique, on me disait pardon. Et aujourd'hui, on voit des coachs holistiques absolument partout, donc c'est tant mieux.
Mais vraiment cette approche globale de l'humain est pour moi extrêmement importante. Et donc, il y a bien sûr la santé physique, mais il y a bien sûr l'aspect émotionnel, l'aspect mental et spirituel de l'humain qui me passionne. Et j'ai aussi à cœur d'accompagner l'humain là-dedans. Et donc, c'est ce qui a fait que, une fois que l'entreprise était sur les rails et que les choses étaient plutôt safe d'un point de vue pérennité de l'entreprise, j'ai ralenti. J'ai ralenti sur la création de contenu, j'ai ralenti pour me retrouver et pour apprendre aussi. Et c'est peut-être, à mon sens, le plus gros challenge qu'on puisse, en tout cas que à mon stade, j'ai pu avoir par rapport à mon activité entrepreneuriale, c'est de me désidentifier de mon business. C'est-à-dire que dans des business en ligne, et comme c'est beaucoup le cas dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de personal branding en fait. On s'attache surtout à une personne, à un enseignant, à un expert. Et en fait, notre business est souvent rattaché à notre personne. Et moi, Idji, c'était mon bébé. Mais en fait, à un moment donné, j'ai dû me dire, non, mais en fait, Idji, elle a sa propre identité. Elle a sa propre communauté, elle peut grandir toute seule. Et Lisa, en fait, elle va commencer à faire ce travail pour récupérer d'autres parts d'elle, parce que je suis pas que thérapeute et je suis pas que formatrice. Et c'est ce qui m'a amenée, en fait, en 3 ans, à beaucoup apprendre sur moi, à revoir mon rythme de travail, à revoir le temps que je prenais juste pour moi-même, pour mes proches, et à aussi creuser beaucoup plus en profondeur sur mon personnage, si je puis dire, c'est-à-dire sur l'identité qu'on se construit à travers l'éducation, à travers tout ce qu'on fait, toute la partie égotique en quelque sorte, qui est voilà qui je suis et toutes les étiquettes qu'on peut se mettre sur nous, et pour aller un petit peu, non pas péter ces étiquettes parce qu'elles ont leur utilité, mais se dire il n'y a pas que ça, et il y en a d'autres, des étiquettes, et il y a d'autres parts de soi qu'on peut aller découvrir, toujours pour se sentir plus entier, comment dire, ouais, plus entier, plus comblé, plus aligné avec vraiment tous nos potentiels en quelque sorte. Donc tout ça m'a amené à voir que j'étais autre chose que nutrithérapeute, naturopathe, formatrice, et qu'il y avait des choses qui spontanément venaient. Et ça, c'est la deuxième société dont tu connais moins les origines et la naissance, c'est Pia Healings. Pia tout simplement parce que c'est mon deuxième prénom, et Healings parce que c'est différents types de soins. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes de manière individuelle ou collectivement dans des immersions, donc dans des retraites où là, on va vraiment travailler en profondeur sur tous les blocages émotionnels qu'on peut avoir, sur la gestion en fait de nos émotions, sur voir l'aspect positif de notre mental, parce que très souvent on pense que notre mental c'est notre ennemi et nos pensées, il faut les calmer, mais non, notre mental aussi c'est aussi ce qui nous apporte de la force d'action, donc c'est vraiment de voir l'aspect mental des deux manières, apprendre à le calmer quand nécessaire, et puis toutes ces immersions là, donc c'est beaucoup de breathwork, c'est beaucoup tout ce qui est technique Wim Hof, c'est beaucoup voilà de soins énergétiques. Et dans les thérapies individuelles, j'ai un petit peu plus loin, où là j'accompagne les personnes avec des médecines, donc avec des plantes sacrées, donc notamment le champignon, le cacao. Et là, alors on est complètement, et c'est en ça que j'ai aussi beaucoup appris sur moi, c'est que tout ne passe pas à travers la connaissance acquise, il y a une connaissance innée à laquelle on peut toutes et tous accéder. Et pour moi, ça s'est présenté comme ça, c'est-à-dire des soins énergétiques, des chants spontanés, qui sont vraiment là pour accompagner la personne dans son processus de guérison. C'est hyper cool que tu partages tout ça parce que il y a une partie de ton parcours, du coup, notamment sur la fin, les dernières choses que tu fais, sur lesquelles je suis largué. C'est-à-dire que c'est des choses que je ne maîtrise pas et sur lesquelles je suis hyper curieux d'aller davantage en profondeur. Juste avant qu'on parle, est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, aujourd'hui, on parlait du lancement d'Idji, c'était le 3 ou le 4 mars 2020 ? Le 3 mars 2020. 3 mars. Ouais. On est quasiment à 3 ans, tu l'as dit. D'une Lisa qui s'est lancée toute seule en lançant sa première formation en ligne il y a moins de 3 ans, du coup, à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire à peu près qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, tes sociétés maintenant, combien de personnes, combien de membres accompagnés, qu'on voit un petit peu l'impact que ça a créé sur les 3 dernières années? Le premier lancement d'Idji One a amené 450 élèves dans l'académie, et aujourd'hui il y a 8000 membres au total. C'est-à-dire 8000 membres, c'est toute formation confondue, parce que maintenant il y a Idji One, il y a la formation Soma également sur le breathwork, on a une formation sur le yoga de la voix, sur la phytothérapie, donc voilà, ça s'est bien peaufiné. Aujourd'hui, c'est rigolo, j'ai fait le calcul il n'y a pas très longtemps, on est vraiment 8 personnes dans l'équipe, tout le temps présentes, et après si j'intègre le designer, UX, le dev, les rédacs qui des fois interviennent, on monte à 13. Mais globalement, le noyau de l'équipe, c'est 8 personnes. Ouais, super. Donc ça fait quand même du beau petit monde à gérer. Exactement, et tu vois, j'ai plus été, et on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui, à réduire l'équipe pour avoir le moins d'intervenants possible. C'est-à-dire que
Je pense que la grosse difficulté des entreprises comme les nôtres, c'est que le business grandit plus vite que l'humain. Dans le sens où l'activité entrepreneuriale, ben voilà, c'est comme des startups quoi en quelque sorte. Et il y a beaucoup de choses au niveau marketing, au niveau content, au niveau des actus, de tout ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est important d'avoir des personnes qui sont des pointures. Et c'est beau d'ailleurs parce que les choses se font souvent très naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont intégré l'équipe il y a 2 ans, avec qui on est resté, on est resté pendant 2 ans, et puis elles étaient drivées aussi par les valeurs, etc. Puis après, de manière assez logique, il y a quelque chose qui s'arrête parce que la personne a besoin de plus de temps pour elle, et puis elle se rend bien compte qu'elle a plus les skills pour avancer. Et parfois, les gens n'ont pas forcément envie de faire des temps pleins, de se former, de continuer. Et donc là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Et donc pour nous, c'est beau aussi parce que ça nous permet de se dire, ok, on prend vraiment un expert qui aujourd'hui peut accompagner l'entreprise encore plus loin. Et ça nous permet de, au lieu d'avoir 10, 12, 13 personnes, au fur et à mesure réduire, parce que d'un point de vue managérial, c'est beaucoup plus pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de grosses boîtes se rendent compte aussi de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir des personnes très experts dans un domaine, mais qui peuvent gérer et qui ont un côté multicasquette, que trop de monde, parce qu'en fait, c'est beaucoup de perte de temps, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de difficultés managériales en général, quoi. Du coup, ça va simplement en fait nous emmener sur le sujet. C'était ce qu'on avait décidé de parler aujourd'hui. On va se le faire en freestyle, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Mais l'idée de base, c'est de dire, et moi en plus, je le vois parce que je t'ai connu quasiment au début, en vrai. Ah bah complètement. Ouais. L'idée, c'est de parler de comment doit évoluer un entrepreneur pour faire croître son entreprise ou pour soutenir la croissance de son entreprise. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, c'est vraiment marrant que ça me revienne maintenant. Il y a une phrase qui avait été dite une fois dans une conférence à laquelle on assistait tous les deux dans un des masterminds. C'était à Paris en 2020, justement, la première rencontre dans le château, tu sais. Et il y avait Anthony qui passait sur scène et qui partageait 7 points qu'il avait aidé, je ne sais plus, à faire 7 millions d'euros dans le coaching sportif. Et il avait dit une phrase. Cette phrase-là, elle m'est restée pour très longtemps. Il a dit: le plus important quand il s'agit de développer un business, c'est certainement pas les stratégies que vous utilisez, mais c'est la personne que vous devenez. Et je trouve que ça va donner une bonne introduction au sujet du jour. Je pense pas que la Lisa d'il y a 3 ans aurait ne serait-ce que imaginé être la Lisa qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, moi, ce que je serais curieux d'avoir comme retour, c'est quelles sont, selon toi, les différentes étapes qui ont été importantes pour toi pour, lancer ce premier truc de IG où tu dis, boum, d'un coup, je me retrouve avec 450 élèves. De à Lisa qui, aujourd'hui, a une équipe fixe de 8 personnes, plus de 8000 personnes accompagnées, des projets plein la tête, d'autres entreprises qui se créent à côté, plus encore d'autres choses dont on n'a pas parlé. Mais quelles ont été les étapes importantes pour toi tout au long du parcours? Ça te fait une grosse question à rallonge. Ouais, mais c'est intéressant de faire cette rétrospective en live parce que on va voir ce qui pop-up en premier. Il y a vraiment un travail sur un lâcher-prise par rapport à nos peurs, par rapport à l'image qu'on renvoie. En tout cas, je vais parler en nom de jeu, lâcher mon côté perfectionniste, lâcher mon côté peur du jugement qui chez moi était très présente. Je suis dans un domaine, mais pour moi c'est applicable pour tout en fait, mais dans la nutrition, dans la santé, c'est quand même très touchy. C'est quelque chose qui évolue sans cesse. Et en fait, je me disais toujours, mais je suis qui pour me positionner comme experte en fait, tu vois? Et c'est vraiment ma communauté aussi qui m'a donné beaucoup de courage parce que c'était eux qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu nous sors une formation en fait? Donc au début, il y a vraiment cet aspect-là. Et je pense que ce qui m'a énormément aidée, c'est de me poser et de conscientiser que cette mission me dépassait, que ça regardait pas moi. Ça regardait vraiment les bienfaits que ça pouvait avoir pour la communauté et pour le monde en général. Donc il y a vraiment déjà cette première dissociation qui est non mais là en fait on parle pas de moi en fait. L'enjeu il est bien plus grand. Ça pour moi c'est un truc fondamental. Après dans la partie on va dire alors c'est quelque chose que j'ai je pense toujours eu en moi, donc ça peut-être été plus facile, mais cette envie d'évoluer sans cesse, d'apprendre. J'adore apprendre. Tu vois, j'ai une bibliothèque énorme à côté, j'ai la même dans le salon. Pour moi, rien n'est acquis. Il y a toujours des avis contraires à aller regarder dans tous les domaines possibles. Et donc, dans l'entrepreneuriat, j'étais toute débutante. Moi, là-bas, je suis thérapeute, je lance une formation. J'avais aucune idée que ça allait m'amener à créer une boîte avec autant de monde à gérer, etc. Donc, l'idée d'apprendre, de créer un réseau,
d'apprendre les stratégies, de ok, comment on automatise, comment on crée des process, etc. Pour moi, c'était hyper important. Et je pense que ça, c'est une étape fondamentale. Toujours se dire qu'en fait, on sait que dalle de ce qui existe, qu'il y a toujours une manière d'améliorer ce qu'on fait, qui on est aussi. Que ce soit dans notre manière de communiquer, que ce soit dans notre recrutement, que ce soit dans la manière de manager, que ce soit dans notre manière de marketer un produit. Il y a toujours plein de voies d'amélioration et ça, je pense que c'est hyper important. Et ça a été pour moi la deuxième étape essentielle, on va dire. C'est-à-dire, ok, go, je m'inscris dans un mastermind et je vais me faire un lavage de cerveau pour repartir vraiment à zéro sur l'aspect business. Il y a une troisième étape qui pour moi est absolument essentielle, c'est cet aspect, voir à quel point mon ego freinait mon évolution personnelle, donc mon épanouissement, qu'il soit professionnel et personnel. C'est-à-dire que en 2021, j'ai vraiment vécu une année où, en fait, il s'est passé un moment où mon corps a débranché la prise. J'étais au Mexique, on s'est vu d'ailleurs là-bas. J'étais au Mexique, j'ai pris une semaine de vacances alors que ça faisait des années que je travaillais comme une acharnée et puis IG1 pour moi ça a été 1 an et demi, 7 sur 7 à bosser comme une dingue du matin au soir. Puis je me suis dit je vais prendre une semaine de vacances pensant que ça suffirait mais pas du tout. À la reprise c'était catastrophique parce que dès que j'ouvrais l'ordi j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, je me disais attends mais il se passe quoi? Et j'ai vraiment senti que mon corps me disait non, là, va falloir te poser beaucoup plus. Et ça a été extrêmement difficile à gérer pour moi parce que j'ai eu un ralentissement obligé par mon corps que je comprenais pas parce que j'avais what me l'idée à la seconde, j'avais envie de faire plein de choses, mais je sentais que physiquement, il y a quelque chose qui suivait pas. Et en fait, ce ralentissement obligatoire m'a permis en fait d'aller travailler sur moi, d'aller rencontrer des personnes avec qui j'avais encore jamais parlé jusque-là. C'est là les premières fois où j'ai commencé à entreprendre un travail avec des médecines, avec des plantes sacrées, que j'ai pris le temps d'écrire davantage, de lire sur autre chose que de la nutrition ou sur des études scientifiques. Donc il y a une porte qui s'est ouverte. Et cette porte s'est tellement grande ouverte que là, j'ai commencé à avoir justement ces soins intuitifs qui venaient, des chants intuitifs qui venaient. Pour être très concrète, hein, c'est du genre une copine qui m'appelle, qui va pas bien. Je la rejoins dans les toilettes d'un resto parce qu'elle est pas bien et là, va savoir pourquoi. Et comment je pose mes mains sur elle, il y a un chant qui sort, et puis là, chez elle, les larmes coulent, ça lui fait du bien, et tu te dis, ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, quoi. Et donc là, on n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel comme je l'ai fait avec Iji. Et en fait, je me souviens, hein, c'était en octobre 2021, je me suis dit, ok, donc soit je commence à parler de ça et à laisser de la place à ça, mais pour qui je vais passer? Parce que j'avais passé pour moi toute ma vie à essayer de pragmatiser mon discours, à dire qu'en fait la nutrition, la naturopathie, il n'y avait rien du luberlu, c'était des études scientifiques, c'était pragmatique, c'était concret. Je me suis dit, mais en fait, on va me prendre pour une tarée, ça va mettre en danger Iji, comment faire? Et puis il y a eu ce moment où ça a été, en vrai, le seul frein, Lisa, c'est ton ego. C'est-à-dire que tu as peur que ta communauté perde confiance en toi, tu as peur que quelques concurrents te dépassent, tu as peur que Iji soit mise à mal, et puis en fait, à un moment donné, c'est tant pis en fait, parce que là, ce serait vraiment pas honorer ce qui est en train de venir, et c'est surtout comment dire, mettre un énorme couvercle sur la personne que je suis. Et je pense que cette étape-là, elle a été extrêmement importante parce que ça a été, peu importe le succès d'Iji et peu importe la magnifique mission qu'il y a dans Iji à laquelle je crois à 1000%, ça ne vaut pas, comment dire, mon bien-être personnel, mon épanouissement personnel et ça ne vaut pas d'éteindre ce qui émerge naturellement. Donc c'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est très ça a été très puissant comme moment pour moi de réaliser que non, qui je suis a plus d'importance et que c'est me respecter avant tout en fait, peu importe les conséquences. Et je dis pas que c'est complètement fait aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu besoin de me retirer des réseaux, j'ai eu besoin de ralentir la création de contenu parce que forcément il y a plein de choses qui ont commencé à pop-up à l'intérieur, plein de choses qui se sont ouvertes encore plus. Donc c'est ce qui a expliqué aussi que les immersions sont arrivées 6 mois après. Donc j'ai commencé à faire des healing sessions individuelles 6 mois après cette prise de conscience-là. Donc ça, c'était au printemps 2022. Et que tout s'est ouvert. Donc j'en ai pas encore vraiment parlé publiquement, mais par contre, dans l'ombre, il y a plein de choses qui se sont passées, quoi, et j'en suis ravie. Mais cette étape-là est cruciale. Et puis la dernière étape cruciale, c'est vraiment la partie délégation. Où là, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste avec les personnes qui bossaient avec moi qu'avec moi-même. Donc ça, c'était cool. Mais après, la grosse étape, je pense que ça vient naturellement à un moment donné, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est tu trouves quelqu'un à qui tu serais capable de donner les clés de ta boîte. C'est-à-dire que tu trouves vraiment ce que dans Mastermind, Romain Coulignon appelle un intégrateur,
ce qu'on peut appeler un bras droit, ce qu'on peut appeler un COO, ce qu'on peut appeler un intégrateur. Pour moi, c'est pas tant un intégrateur, mon bras droit, c'est plus un co-CEO, tu vois, slash COO. Il est vraiment co-visionnaire, il m'accompagne vraiment dans les stratégies qu'on met en place et dans l'aspect aussi opérationnel. Et ça, c'est une étape extrêmement importante parce que c'est ce qui te redonne de la liberté et du temps. Et pour moi, ça vient naturellement. Il ne faut pas forcer, en fait. Certains veulent avoir ce genre de personnes trop tôt. Et finalement, ça coince, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de peur. Je pense qu'il faut vraiment laisser le temps de se dire non, là, je suis vraiment prête à donner les clés de la boîte à quelqu'un. Très clair. Avant d'aller juste plus loin, je voudrais juste revenir te poser une question. On a eu la présence d'esprit à un moment donné de s'entourer très vite. Si on doit revenir vraiment au tout début, quelle responsabilité tu mettrais au fait d'avoir eu la présence d'esprit de t'entourer rapidement dans ta croissance personnelle? Est-ce que ma question est suffisamment claire? Alors, tu veux dire à quel point je mets de la responsabilité sur le fait de m'entourer de personnes pour mon coaching perso, en fait? Alors, en fait, je vais te la refaire différemment. Ouais. On a expliqué que tu as évolué assez rapidement, déjà en termes de business, c'est juste incroyable ce que toi tu as réalisé, mais également toi en termes de personne. Je veux dire, pour partir de là où tu es parti et obtenir des résultats que tu obtiens aujourd'hui, on est obligé de changer d'identité. Est-ce que le fait de t'être entouré a eu un impact là-dessus et t'a aidé à changer cette identité de Lisa au fur et à mesure du temps et surtout plus vite? Donc, tu veux dire m'entourer dans l'équipe ou m'entourer avec des thérapeutes, des coachs qui me drive, des mentors, Pas l'équipe, tout pas confondu? l'équipe. Ah, pas Je l'équipe. parle de ton réseau et Ouais, des oui, personnes. d'accord. Voilà. Évidemment que oui. Évidemment que oui. C'est-à-dire que il y a bien sûr un chemin intérieur et des choses qui sont propres à chaque individu, mais le fait de t'entourer sur un aspect purement mental, purement entrepreneurial, ben ça te fait péter des plafonds de verre. Moi, j'ai eu une conversation avec... c'est très rigolo parce que j'ai eu une conversation à 3 mois d'intervalle avec 2 très gros entrepreneurs. L'un que tu connais qui fait 20 millions à l'année et un autre qui a 1 million d'élèves sur Udemy. Donc bon, le mec pèse quand même, si on peut dire, et l'entrepreneuriat, il connaît. Et j'ai trouvé ça ouf parce qu'ils m'ont dit exactement la même chose tous les deux. Ils m'ont dit, voilà, toi, t'as ce potentiel-là, ils m'ont sorti les mêmes chiffres, ils m'ont sorti exactement la même stratégie. Je me suis dit, ok, donc si eux voient ça, pourquoi moi, je suis pas capable de le voir? Et donc, tout de suite, ça te fait switcher, en fait. C'est-à-dire que ce soit d'un point de vue, tu rencontres des entrepreneurs qui sont plus avancés que toi, qui voient en toi un potentiel et qui te disent les choses, ou quand tu vois un thérapeute ou un coach et puis qui, tout d'un coup, tu as un dénominateur commun, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui revient sans cesse, que toi, tu n'as jamais vu jusque-là, c'est ultra précieux. C'est ultra précieux parce qu'en fait, ça te fait gagner un temps pas possible. Tu fais un bon quantique, en fait. C'est simple. En une conversation, tu fais un bon quantique et il y a un truc qui se passe en toi où tu te dis, OK, go. Et ça, quand tu es tout seul chez toi, surtout dans l'entrepreneuriat en ligne, on est quand même très seul. Et d'ailleurs, pour moi, au départ, ça a été très, très dur. Donc, avant qu'Iji se lance, c'était quand même d'être toute seule derrière mon ordi, c'était chaud. Mais une fois après que tu as ce réseau-là, que tu es porté, que tu es inspiré, que des fois tu as vraiment des discussions déclic, c'est un game changer. Et tu peux en avoir, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, mais pour moi, ça a été 4-5 conversations, 15-5 retours qui m'ont vraiment fait comprendre « Ah ok, je peux aller là en fait. Ah, je peux m'autoriser à faire ça. » Extrêmement précieux. C'est assez marrant, ça rejoint un truc que j'aime bien dire, tu sais, au niveau des masterminds auxquels on participe, pour participer à ce type de mastermind-là, on débourse quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un, entre guillemets, normal, tu vois. Bien sûr. Et souvent, quand j'en parle un petit peu, j'ai des gens qui me disent, mais c'est extrêmement cher, mais au moins, est-ce que tu as un retour sur investissement? Et en fait, de mon point de vue, le retour sur investissement, il n'est pas financier, c'est juste ce que tu as dit, en fait, les trucs qui se comptent sur les doigts de la main. Ne serait-ce que tu as une idée, une prise de conscience, une croyance qui pète, ou n'importe quoi, tu rentabilises fois 100 déjà l'investissement dans ces groupes-là. Mais bien sûr, mais je vais donner des exemples concrets. Enfin, je veux dire, moi, quand j'y repense, je me dis, waouh, c'est rigolo, quoi, parce que je me vois vraiment comme la petite Lisa à la maternelle. Mais le premier mastermind de 2020, j'avais tellement la tête dans le guidon, je bossais tellement encore comme une malade sur EG1, qu'en fait, Romain nous a fait écrire notre chiffre d'affaires sur un papier. Je savais même pas combien j'avais fait. J'ai dû aller regarder Stripe pour bien m'assurer du CA, comment on en était ce jour-là. Et il dit, OK, rajoutez un 0 et imaginez-vous dans 5 ans avoir réalisé ce chiffre d'affaires-là
mais pas tant pour le chiffre, mais par rapport à où vous en êtes, qui est avec vous, dans quel environnement vous êtes, quel est l'impact qu'a eu votre société dans le monde, quels sont le nombre de gens que vous avez aidés. Et déjà, en fait, en notant le chiffre d'affaires que j'avais fait au mois d'octobre, j'ai les larmes qui ont commencé à monter. Et ensuite, en faisant cette visualisation, et quand je me suis dit, OK, en fait, Iji peut avoir cet impact-là, je me suis effondrée, en fait. Et en fait, en parlant de ça, tu sais, parce qu'en fait, on a toujours des petites tables, on partage après ce qu'on a écrit, ce qu'on a conscientisé. Et j'arrêtais pas de pleurer. Et puis là, il y a Fabien, le coach du Mastermind, qui me dit, bon, tu prends le micro, tu partages ça, parce que là, il faut que tu conscientises de ce que tu as réalisé et que tu le célèbres. Mais ça, c'est un truc tout con, mais pour moi, ça a été un game changer. Parce qu'en fait, c'est typique, je pense, quand on se lance, c'est qu'on se rend même pas compte du succès qu'on peut avoir fait, parce qu'on est dans la roue, en fait. On est tout seul, derrière son écran, on taffe, et puis en fait, des fois, tu réalises même pas ça. Donc, rien que pour ça, mon mastermind, il était rentabilisé. Juste des fois pour me dire, hey, regarde ce qui a été fait, pause, break, célèbre ça. Idem, j'aurais jamais l'équipe que j'ai aujourd'hui. On a quand même fait un recrutement sans faute où pendant 2 ans, on était exactement avec les mêmes personnes. Mais ça, c'est grâce et big hug à Laura Mabille qui m'a accompagnée aussi dans ce recrutement-là. Le mastermind et Laura Mabille m'ont aidé en fait à structurer mon entreprise. Donc pour moi, il y a à la fois, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à structurer, j'ai appris à automatiser, à créer des process, à me libérer du temps, à m'organiser, à péter des plafonds de verre, à avoir beaucoup plus confiance en moi, à célébrer, à l'intérêt de poser des vacances. Pareil, Sébastien Tedesco m'a dit en janvier 2021, ok, première chose que tu fais cette année, tu poses tes vacances. Ouais, mais tu sais, non, tu poses tes vacances. Je reviens dans une demi-heure, tu me donnes tes dates. Mais des fois, t'as juste besoin de ça. Ça paraît con quand on le dit comme ça, mais en vrai, quand t'es dans quand t'es dans ton tunnel, c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, ont été des game changers. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand tu t'entoures d'un réseau d'entrepreneurs, tu vas toujours avoir la phrase ou le petit coup de pouce ou la claque qui va t'aider et qui va te faire avancer. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Donc, C'est marrant, tu as repris l'exemple là, de cette fameuse feuille où on posait les chiffres d'affaires, où on planifiait la réussite, etc. C'est la même rencontre, si je dis pas de bêtises, c'est la même rencontre que l'exemple que je prenais en début de session où je te disais Anthony avait partagé ça, ça, ça. Et c'est exact. également l'autre mini-histoire que je veux poser pour introduire le sujet suivant. On a expliqué que le développement d'un business s'accompagne d'un développement de l'entrepreneur, que la personne qu'on est à un certain stade ne doit en aucun cas ou ne peut être en aucun cas la personne qu'on devient en fait au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Cette même rencontre, Paris 2020, je pense que c'est ça, je dis pas de bêtises. Je me souviens m'asseoir, donc moi, le Lohan, tout timide, dans la toute première fois dans un groupe d'entrepreneurs. Je sais pas où je mettais les pieds. Bon, ça avait l'air pas trop. Personne m'avait encore mordu, donc ça va, ça allait. Et là, on se pose le premier soir lors d'un repas. Donc on s'installe à table, tout le monde s'assoit, il y avait du vin, il y avait de la bonne bouffe, toutes ces choses-là. Et là, je m'assois à côté de 2 mecs que je connaissais pas. Et la discussion commence, etc., etc. Et très vite, on part sur des sujets que je ne connaissais pas. On parle de chaman, on parle de plantes, on parle de différents types de choses que moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est simple, j'avais l'impression d'être arrivé et de m'être assis sur une autre planète à ce moment-là. Mais ce que j'ai trouvé encore plus étrange, c'est que, ok, il y avait ces 2 personnes-là qui en parlaient, mais de l'autre côté de la table, j'entendais avec mon oreille gauche une autre discussion qui parlait grosso modo de la même chose. C'est-à-dire d'approche, selon moi, encore aujourd'hui, un peu étrange, que je connais pas, que je comprends pas, voilà, chaman, plante médicinale, retraite spirituelle, cacao, comme tu as dit juste avant, ayahuasca maintenant, parce que je commence à connaître le vocabulaire maintenant. Mais c'est vrai que je suis forcé de constater qu'à un moment donné, beaucoup d'entrepreneurs, notamment avancés, je dis pas que c'est que pour les entrepreneurs, je dis pas qu'il y a que les entrepreneurs, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et que de plus en plus de personnes, pour continuer à se développer, pour aller, en réalité, je ne sais pas encore expliquer pourquoi, font appel à ce type de pratique. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage et est-ce que tu pourrais également m'éduquer un peu sur le sujet? Ouais, alors je vais essayer de le faire avec beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet vaste. Ouais. Et je suis loin d'être une experte, je suis loin d'être une chamane en Amazonie qui, tu vois, qui peut t'expliquer des choses en long, large et travers.
Dans tous les cas, il y a déjà une chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est qu'il y a énormément de voies pour apprendre à se connaître et pour récupérer toutes les parts de soi, j'ai envie de dire, et vraiment développer nos potentiels. La voie des plantes sacrées se démocratise énormément parce qu'elles ont été placées sur le rang de drogue pendant des années. Merci Netflix. Netflix a fait d'excellents documentaires sur le sujet, donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à les regarder, même si c'est pas quelque chose qu'on voulait expérimenter, mais vraiment pour comprendre de quoi on parle. Il y a un Il y a épisode eu sur les psychédéliques. exactement, il y en a plusieurs en fait. Ouais. Exactement, il y a Fungus Fantastica qui est sur les champignons, et ensuite il y a toute la série Voyage aux confins de la conscience, qui est repris de livres justement, et où on va voir en détail les psychédéliques comme le LSD, la MDMA, et les plantes sacrées comme les champignons. Je sais pas s'ils ont fait l'ayahuasca, j'ai un petit doute. Mais bon, il y a de plus en plus de documentaires dessus pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, pour comprendre pourquoi ça a été mis sur le rang de drogue et pourquoi en réalité je ne les associe absolument pas à des drogues, parce qu'il n'y a absolument pas d'effet addictif comme on pourrait avoir avec la forme de tabac qu'on consomme aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la base, le tabac, c'est une plante sacrée, c'est la plante numéro 1 des chamans. C'est difficile, c'est même impossible pour un chaman de travailler sans le tabac. Mais la société moderne, on a fait la pire des drogues. C'est-à-dire que ça a été coupé, transformé, ajouté avec plein d'additifs. On observe la même chose avec le cacao. Le cacao, traditionnellement, c'est une plante médecine à signal faible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un effet psychédélique comme pourraient l'avoir d'autres plantes médecines, mais elle envoie son signal et ça reste une plante maîtresse. Donc ça déjà, c'est important de prendre conscience que on parle de différentes choses. Moi, je dissocie vraiment les psychédéliques qui sont des molécules de synthèse et les plantes maîtresses qui, pour moi, ont un esprit, il y a une conscience derrière. Là où je voulais en venir au tout départ aussi, c'est que c'est une voie qui se démocratise parce qu'en fait, on est vraiment en train de réaliser que c'est de véritables médecines. Ce que j'aime beaucoup dans ces médecines-là, c'est que contrairement à un thérapeute, un coach qui reste humain avant tout et qui peut... il y en a plein. Dieu merci, il y en a plein. Mais il y a aussi beaucoup d'accompagnants qui sont bourrés d'injonctions dans leur accompagnement, qui ont tendance à mettre des étiquettes, qui ont tendance parfois à nous diriger vers une voie parce qu'ils ont leur propre subjectivité en fait. Et du coup, c'est difficile aussi des fois de faire la part des choses. La médecine, elle est connectée à nous en fait et elle vient éveiller ce qui se passe en nous. Donc il y a une justesse à travers ce à quoi on peut connecter à travers les médecines qui peut être intéressant. Mais c'est loin d'être la voie unique. Très loin d'être la voie unique. Je pense que c'est juste, en ce moment, on est en train de se dire, ok, il y a peut-être eu beaucoup de bullshit, comme il y a beaucoup dans le domaine de la santé autour de ces médecines, autour de ces substances. En fait, c'est pas des drogues, en fait, ça peut nous aider. Donc là, il y a cette espèce de boom qui fait que, waouh, génial, on y vient. Mais pour moi, c'est dangereux aussi, parce qu'en fait, il y a ce côté facilité de, je vais rentrer en état modifié de conscience, je vais prendre une substance et puis go. Le danger, c'est quoi? C'est de pas commencer par toutes les autres choses qui existent, où on est 100% autonome, on ne fait pas appel à une substance quelle qu'elle soit, aussi sacrée soit-elle, pour faire le travail sur soi. Et ce travail, il peut être fait de plein de manières. Il peut être fait en parlant à un praticien, en parlant à un psychothérapeute, en parlant à un naturopathe, en parlant à un sophrologue. Ça peut être fait même des fois, et ça, Dieu sait que je me le suis fait plein de fois, je m'enregistre. Je vide mon sac. Je me pose des questions à moi-même comme si j'étais ma propre coach, mais ça, c'est un impact de dingue sur juste cracher le morceau qu'on a besoin de cracher. Ça m'arrive encore régulièrement de me dire je vais envoyer ce message à mon bras droit parce que j'ai besoin de vider mon sac. Et juste de l'avoir écrit, de l'avoir sorti, j'ai plus de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur mes peurs, sur mes doutes, sur mon stress, sur toute la responsabilité qu'on peut porter en tant que CEO. Et rien que ça, en fait, ça fait partie du travail. Il y a énormément d'outils comme la respiration. Le breathwork, moi, c'est vraiment la pierre angulaire de mon accompagnement à moi et aussi à mon compagnon qui fait les immersions avec moi. Dans le breathwork, on est complètement autonome, on peut aller très très deep à l'intérieur de soi, on peut aller très deep dans les états de conscience modifiés aussi pour aller libérer des mémoires, pour aller vraiment faire un travail de libération émotionnelle aussi. Donc il y a plein de voies. Et du coup, par rapport à cette approche des médecines, je vais approfondir un petit peu après ce qui peut se passer avec, mais mon approche, c'est tellement sacré, ces plantes, que de faire appel à elles, comment dire, ça s'honore en quelque sorte. C'est pour moi vraiment des consciences, c'est-à-dire que quand on connecte à ces médecines-là, on ne peut pas ne pas connecter à la conscience de la médecine. Donc je parle vraiment des plantes sacrées qui ne sont pas synthétiques. Il y a une vraie conscience, il y a une vraie présence, et il y a une vraie sagesse
qui nous dépasse complètement. Et pour moi, on ne peut pas ne pas s'agenouiller, ne pas honorer en fait cette sagesse-là, ce qui fait que, à mon sens, ça s'honore. Et donc, on peut se préparer avant, en faisant, voilà, comme je disais, du breathwork, consulter, travailler sur soi, prendre soin de sa santé. Et c'est ce qu'il y a dans une vie, hein, c'est on va manger correctement, on va faire du sport, on va apprendre à gérer ses émotions, etc. Pour que, peut-être qu'au bout d'un moment, quand on sent qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher, qu'il y a peut-être un blocage, qu'il y a peut-être des états dépressifs, qu'il y a des TOC, qu'il y a quelque chose au fond de nous, on sent que voilà, il y a encore des peurs et on n'arrive pas à comprendre, etc. Là, les plantes peuvent nous aider parce qu'en amont, on a fait suffisamment de travail, parce qu'on arrive à un point où ça a du mal à avancer. Et les plantes, pour moi, sont un accélérateur de particules. C'est-à-dire qu'un petit peu comme une discussion incroyable qu'on a en mastermind, elles te font faire un bond quantique. C'est-à-dire que, bam, elles te montrent très rapidement ce qui peut être la racine de tes mots, ou ce qui peut peut-être être encore complètement dans la partie inconsciente et qui peut te freiner. Mais je mets un énorme warning parce que voilà, l'usage des plantes pour moi, ça se fait avec parcimonie, ça se fait avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de respect et avec un accompagnant et pas j'arrive à une cérémonie, je bois mon verre de je ne sais quoi et puis je repars le lendemain. Absolument pas. La préparation et l'intégration sont aussi importantes que la cérémonie en soi. Donc déjà, c'est pour t'expliquer un petit peu tout ça. Il y a le phénomène de mode. Je te mentirais si je connaissais pas un entrepreneur qui explose et qui a jamais fait appel au psychédélique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu entrepreneurial, beaucoup utilisent le microdosing de LSD, de MDMA, beaucoup utilisent le microdosing de champignons, beaucoup ont déjà fait des cérémonies d'ayahuasca. Et parce que voilà, ça reste des voies d'évolution incroyables, des voies de connaissance de soi incroyables. Certaines médecines permettent de développer la créativité, la productivité. Mais en aucun cas, à mon sens, elles ne doivent devenir trop courantes en fait dans le quotidien. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Beaucoup parlent de tout ça. Il y a beaucoup d'intérêt. Et puis voilà, moi de mon expérience, ça peut être des aides hors pair. Ça se fait dans un contexte particulier, avec un objectif particulier. Ça s'honore, donc on se prépare, on fait déjà le taf en se passant de ce genre de médecine. Et pour conclure, mais après, je peux bien sûr approfondir si tu as des questions précises, mais pour conclure là-dessus, je dirais que on peut faire sans. Les pratiques de méditation, les pratiques transcendantales, à la base, t'expliquent comment faire sans. Et je pourrais approfondir un tout petit peu cette question-là. Aujourd'hui, à travers tous les travaux qui ont été faits et qui ont été relayés par des anthropologues qui ont étudié les chamans, et par des chamans des temps modernes, donc souvent des occidentaux qui se sont formés aux méthodes chamaniques, on a répertorié 8 plans de conscience, du 1er au 8e. Et donc les 4 premiers sont plutôt rattachés au plan de l'ego. Donc on est vraiment, ça reprend un peu la pyramide de Maslow aussi, les besoins de sécurité, de reconnaissance, etc. etc. Et puis du 5e au 8e, on est sur des plans qui sortent de l'ego, et on rentre dans des états de conscience modifiés, et on est beaucoup plus rattaché à l'être, à l'essence, à l'âme. Et les plantes maîtresses, tout comme les psychédéliques, nous font passer du plan 1, 2, 3, 4. En général, du 1 à 4, c'est de la petite enfance, et puis après, au 4, on arrive à l'âge adulte. Typiquement, le cannabis, on est sur le 5e plan de conscience, les champignons, l'ayahuasca, 6e, 7e, les méditations type transcendantale, on est sur le 8e plan de conscience. Et c'est très intéressant, en fait, d'avoir cette compréhension-là, en fait, des différents plans, parce que ça montre aussi pourquoi, quand on est dans une quête spirituelle, souvent, les médecines sont une aide et un accélérateur pour y accéder. Et pour moi, c'est intéressant de les voir plus comme elles nous montrent le chemin, et par contre, c'est à nous d'apprendre à retrouver en fait ce chemin seul, sans leur usage. Voilà, globalement. Enfin, je pourrais en parler des heures. Donc... Est-ce que tu me permets jusqu'où c'était la question que je voulais te poser, mais du coup, c'est très bien que tu l'aies amené comme ça. Je comprends. Enfin, bien que je sois quelqu'un, tu sais, de très cartésien, très terre à terre, je pense que je me définis comme ça. Bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est des choses que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas, donc je vais pas pouvoir t'aider. Mais je trouve que c'est génial, c'est qu'au moins je vais pouvoir te poser des questions d'un mec qui n'y connaît rien. Ce ne sont que mes observations. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui entraient dans ce que moi j'appelle un nouveau monde, une autre façon d'expérimenter les choses, hein, ce que j'ai remarqué, c'est également une soif de toujours plus. Bien sûr.
Donc, au début, tu as abordé le fait de dire c'est pas quelque chose qui est addictif, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quand même, je sais pas si c'est la majorité, je sais pas si c'est toujours comme ça, c'est mon observation qui dit ça, c'est que une fois qu'on a expérimenté quelque chose, il y a ce truc de se dire c'est quoi l'étape d'après. Bien sûr. Et j'ai remarqué, j'ai rencontré des gens qui avaient cette soif d'aller pousser l'expérimentation d'un niveau supplémentaire à chaque fois pour voir jusqu'à où ça pouvait aller. Est-ce que je suis juste là-dessus et Tout à fait d'accord avec toi. Et parce que là, on n'est plus dans le développement spirituel. est-ce que c'est pas une forme d'addiction du coup ça? Pour répondre à ta question, je dirais que à ce moment-là, on n'est plus dans une approche de développement spirituel, on est dans un développement personnel qui est donc rattaché à l'ego. Je dissocie vraiment les deux. C'est-à-dire que le développement personnel, pour moi, c'est comment retravailler notre personnage et rendre notre ego plus harmonieux avec le monde dans lequel il s'inscrit. Le développement spirituel, on est vraiment dans la connexion à l'âme, connecté à son essence. Pour te donner un exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pas bonjour, tu le regardes dans les yeux et tu essaies de connecter à son âme, à son essence. Donc c'est complètement autre chose que ce qu'on nous sert aujourd'hui. Le point sur lequel le point que tu es en train de relever, c'est complètement ce que je ressens et c'est pourquoi j'ai eu à cœur de proposer des accompagnements et des healing sessions avec les médecines. Parce que j'en avais marre de voir ces cérémonies qui se multiplient, où tu arrives à 18h, tu prends ta médecine, tu repars le lendemain, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as intégré? Qu'est-ce que tu as compris en fait? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que je veux dire, des fois, quand tu prends des hautes doses de ce genre de plantes, tu peux vivre des expériences mystiques. Si tu n'es pas accompagné ou si tu n'as pas une intention claire au départ, à mon avis, tu ressors de là, tu as peut-être connecté avec la source, et so what? Qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ta vie? Et il est là le danger. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais tout dépend dans quelle démarche on veut faire les choses. Est-ce que je le fais vraiment avec une conscience de j'ai besoin de guérir quelque chose? Il faut savoir qu'à la base, en Amazonie, quand ils voient des Occidentaux arriver, ils se disent ah mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'à la base, ces médecines-là, c'est pour soigner, c'est pour guérir la maladie. Donc que ce soit on t'a jeté un sort ou que ce soit t'as chopé un cancer, les chamans, certains chamans, tous ne le font pas, mais en tout cas dans certaines tribus amazoniennes, on fait appel à l'usage des plantes sacrées pour entrer en état modifié de conscience. Et le chaman utilise différentes techniques pour aller absorber le mal chez la personne et le sortir. Donc on est vraiment dans le médecin avec ses méthodes à lui, tu vois. Quand ils voient un occidental qui est pas malade et qui est plus là dans une quête spirituelle, pour eux, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais en réalité, c'est notre mal à nous. C'est-à-dire que quand tu vas au Pérou, au Costa Rica, au Brésil, il y a une vraie connexion en fait à Dieu, que ce soit peu importe ce qu'on y met derrière. Nous, en Occident, il y a vraiment cette coupure en fait avec le divin, avec le côté beaucoup plus connexion à la source. Dès qu'on parle d'âme, oulala, ça fait un peu peur. Donc il y a un peu, tu vois, c'est notre maladie en nous en fait, cette déconnexion. Et donc on va chercher ça. Et pour moi, il est là en fait le danger de ces médecines. Donc je dirais pas que ces médecines sont addictives, mais c'est la manière dont on les aborde et le manque d'éducation, comme toujours. C'est le manque de connaissance, de conscience et d'éducation sur le sujet qui fait qu'on fait un peu tout et n'importe quoi. Et que pour moi, que c'est vraiment subjectif, et là c'est mon avis, qu'on déshonore un petit peu ces médecines sacrées en faisant appel à elles de manière un peu boulimique, et j'en ai connu, hein, des entrepreneurs ou des personnes, j'ai fait 50 cérémonies d'ayahuasca, ah ouais, et t'as pris le temps d'intégrer ces 50 cérémonies en 2 ans? Je ne pense pas. Parce que déjà, la sagesse qui t'est transmise en une cérémonie, ce serait bien un gros manque d'humilité à mon sens de te dire qu'en 3 semaines, t'as tout capté, quoi. Je pense pas. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est encore une fois cette notion d'éducation, de comment on aborde les choses et d'être vraiment honnête avec soi-même. C'est est-ce que je le fais pour satisfaire mon ego et du coup me construire un ego spirituel, ou est-ce que je le fais dans une vraie démarche de connaissance de moi? Parce que à mon sens, quand tu es dans cette démarche-là, t'en parles même pas. Ouais. En réalité, c'est tellement intime, c'est tellement puissant que t'en parles même pas. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on en parle et que potentiellement sur l'épisode, il y a des gens qui vont écouter et qui connaissent peut-être déjà ce type de pratique, ces approches, qui pratiquent déjà, peut-être pour certains. Qu'est-ce que toi, du coup, avec ton point de vue, t'es pas nouvelle dans le domaine, ça fait plusieurs fois que tu pratiques, tu accompagnes des gens à le faire. Quelles sont, pour des personnes qui sont intéressées, quelles sont les recommandations de base avant de se jeter un peu sur n'importe quelle pratique du genre? Choisissez un accompagnant qui vous propose une préparation et une intégration de base. C'est-à-dire que peu importe où que ce soit, que vous ayez au Brésil, au Pérou, au Portugal ou ailleurs, trouvez une personne qui est en capacité de vous accompagner de A à Z. C'est-à-dire de vous préparer
qui est capable de vous dire non. Moi, il y a des personnes pour l'immersion nature sacrée où on accompagne un petit groupe avec des médecines. J'ai dit non à plusieurs personnes parce qu'il y a tellement de choses à faire avant, c'est-à-dire déjà au niveau de ta nutrition, au niveau de tes pratiques quotidiennes, au niveau de ce que tu as pu mettre en place d'un point de vue thérapeutique. Il y a tellement de choses à explorer avant d'aller faire appel à des médecines que c'est un peu dommage de tout de suite aller là-dedans. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme... tu peux... J'aime pas trop utiliser ces termes-là, mais tu peux tirer tellement plus profit de ce genre d'expérience unique quand tu as déjà fait un gros taf sur toi. Ouais. Et ça, j'en suis convaincue parce que je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que la première cérémonie chamanique que j'ai faite, c'était au Mexique. Et je pense que la première, elle vient à nous, en fait. C'est pas nous qui allons la chercher, elle vient à nous. Et je me souviens, j'étais à 3 semaines avant mon départ, et j'ai la mère d'un ami, qui d'ailleurs, j'ai rencontré cette amie de manière complètement loufoque. C'était assez fou, et on ne pouvait pas se rater. Et quand j'ai rencontré sa mère, elle me dit « Ah, mais t'aimerais pas expérimenter une cérémonie ?» Je dis « Ah ben oui, pourquoi pas, mais j'aimerais, voilà, si ça vient, why not ?» Elle me dit « Mais moi, j'ai soigné mon cancer du sein, j'ai fait 5 cérémonies. » Elle vit au Mexique, cette femme-là. « Je t'invite chez moi. » Alors, c'est à l'opposé, c'est sur la côte ouest mexicaine. « Mais il faut une cérémonie dans 10 jours. Si tu veux, viens, je t'invite. » Bon, bah ok, go. Et donc, j'ai vécu une cérémonie sur 48 heures avec ces chamans. Et je me souviens que sur l'une des dernières médecines, qui était Bufo-Alvarius, que j'ai expérimenté, il s'est passé un énorme travail de libération, extrêmement puissant. Et le chaman m'a expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit, ça se voit en fait, que tu as beaucoup bossé sur toi, parce que là, on a vraiment pu aller nettoyer des choses très, 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 très deep. Et les mots qu'il a utilisés pour moi ont énormément résonné, parce que j'avais des rêves qui étaient tout le temps associés en fait à ces traumas-là. Et j'ai l'impression qu'il disait mot pour mot ce que je disais toujours en thérapie ou en accompagnement, où j'essaie de comprendre. Donc, c'était assez fou en fait ce qui s'est passé, et j'ai vraiment compris la nécessité de déjà aller débroussailler le chemin pour utiliser la puissance de ces médecines pour vraiment aller beaucoup plus profond en fait, plutôt qu'arriver avec tous nos schémas, toutes nos pensées envahissantes, tous nos traumas où il n'y a rien encore qui a été débroussaillé et où potentiellement on va peut-être avoir 1-2 gros insights, ou alors que peut-être on va passer une nuit affreuse parce que du coup si on parle de l'ayahuasca, ça reste quand même une médecine de purge. Et donc, voilà, ça peut être aussi plus difficile à vivre. Donc, il y a vraiment cette notion de préparation qui est fondamentale. Et puis, peut-être de laisser la médecine venir à soi plutôt qu'aller la chercher. Ok, je trouve ça vraiment cool que tu le partages comme ça, parce que des personnes qui auraient un point de vue trop subjectif pourraient nous dire il faut absolument passer par là, il faut absolument tester des médecines pour aller chercher des trucs supplémentaires, etc. Non, absolument pas. Typiquement, je n'ai jamais testé aucune de ces approches, et je serais plus partisan, de mon point de vue, de dire que parfois juste simplement le fait de, par exemple, ne pas se focaliser sur cette problématique-là ou ne lui donner que très peu d'importance, etc., peut permettre de déjà guérir beaucoup, beaucoup de choses. Bien Et je sûr, trouve ça tout cool à que fait tu d'accord avec partages, que toi. ce soit pas le truc obligatoire. Et qu'est-ce que tu, peut-être pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, du coup, on a partagé le fait, et c'était pour moi trop important de dire qu'on ne peut pas être le même entrepreneur au jour où on démarre que plus tard, ou du moins il y a un truc qui va lâcher, soit l'entrepreneur, soit le business qui va pas suivre, ou inversement. Et qu'est-ce que tu recommanderais, toi, par rapport à ton parcours, par rapport à ton évolution, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui a un business qui démarre, qui veut passer à la vitesse supérieure et qui a également compris qu'il devait également se changer lui-même? Qu'est-ce que tu lui conseillerais avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui? Alors, déjà par la force des choses et par tous les challenges auxquels il va être confronté, il va devoir changer. Il y a des choses qui vont devoir péter. Donc, faire confiance au process, ça déjà de 1. Vraiment faire vraiment confiance au process. Et peut-être ne pas voir, ça c'est l'une des premières choses qu'on apprend en tant qu'entrepreneur, c'est ne pas voir des problèmes comme des problèmes, mais comme des challenges et comme des opportunités d'évolution dans tous les sens du terme. C'est vraiment un mindset à changer. Et vraiment, pour celui qui commence, c'est le premier step. Parce que des fois, tu peux avoir un client qui pète un câble, tu peux avoir quelqu'un qui t'arnaque, ou tu peux être plagié, et les 3 me sont arrivés. Et en fait, sur le coup, tu as un coup de stress, tu sens ton cœur qui bat à watt mille, et tu sens toutes les émotions qui montent. Mais en fait, c'est des opportunités d'évolution, de compréhension de soi, de poser aussi des sécurités aussi autour de ton business qui sont hyper importantes, et on apprend en fait de ça. Donc, c'est vraiment toujours faire vraiment confiance à la vie, en fait, qui nous apporte parfois des gros challenges, mais qui en soi suffisent déjà vraiment
à évoluer, que ce soit d'un point de vue professionnel et personnel. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que juste les expériences de vie ne sont que des invitations à grandir, à mieux se connaître, à évoluer. Et de toute façon, la vie va toujours se charger de nous les mettre sur le chemin pour qu'on capte bien le message. Donc c'est aussi, ça fait partie des choses aussi qui me font dire, oui, les médecines, c'est des leviers de dingue, et quand on va aller plus loin, et moi, j'ai l'impression que je suis née et je suis venue vraiment sur cette planète pour expérimenter le plus de choses possibles. Je me Donc rappelle que tu évidemment, m'avais déjà dit ça, donc tu vois, déjà à l'époque. Donc tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là. Mais après, voilà, on peut juste faire confiance à l'aspect miroir des relations et des événements pour comprendre sur soi. Et j'ai envie de te dire, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Après, voilà, deuxième point, s'entourer. ouais. S'entourer d'entrepreneurs, s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses. Moi, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir parler de mes problématiques à des femmes, à des hommes qui vivent la même réalité que la mienne, qui ont les mêmes responsabilités, les mêmes stress, les mêmes peurs. En fait, on se sent soutenu, en fait. Même si des fois, tu vois, les femmes du mastermind avec qui j'avais très bien connecté, que ce soit Brenda Boucris, que ce soit Charlotte Apieto, que ce soit Laura Mabine, qui est une excellente amie aujourd'hui, bah, des fois, tu te parles pas pendant 6 mois parce qu'on est toutes overbookées, mais d'un coup, tu as un problème, tu les appelles et bam, en 3 mots, elles t'ont dézingué ton souci parce qu'elles ont eu les mots justes et elles connaissent ta réalité. Ça, c'est hors pair. Et je pense, dans cette notion d'accompagnement, que je mets exactement au même rang, l'accompagnement thérapeutique. Encore une fois, que ce soit un coach, un sophrologue, un prof de yoga, qui est quand même un peu éveillé et ouvert et qui comprend l'humain de manière globale, un chaman, peu importe vers qui on se tourne, mais d'être... Moi, d'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'ai et une chamane et une thérapeute qui m'accompagne, mais c'est vraiment des personnes qui sont en capacité de pas voir que le personnage, qui sont en capacité de voir l'essence et de nous guider pour quand on est trop pris par l'ego, trop pris par le personnage qu'on enrôle tous les jours, parce que c'est simple, on a tous nos to-do list, on a tous différentes casquettes, des fois qui nous ramènent et qui disent hey, n'oublie pas ce qu'il y a au fond en fait, n'oublie pas ce qui se passe, n'oublie pas de te prioriser toi et de mettre tes limites, et ça c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et je pense que sans leur accompagnement, j'en serais absolument pas là aujourd'hui et j'aurais jamais créé Pia Healing. Et franchement, moi, je peux que valider ce dernier point de dire de s'entourer systématiquement. Et tu as dit un truc, tu as dit, j'hésite pas à les appeler quand j'ai besoin d'aide, etc. Pour moi, par exemple, le fait de demander de l'aide quand j'en avais besoin, ça a été quelque chose qui n'était pas naturel au début et que j'ai dû apprendre à faire au fur et à mesure. Et ça change la vie, en fait. Ah là là, mais alors ça, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps eu le syndrome de la bonne élève. Oui. Tu vois, donc ça a toujours été limite, tu vois, je savais même pas. Alors c'est soit je suis tellement nulle dans le domaine et je suis tellement débutante dans le domaine que je sais même pas par quelle question poser, et ça le mastermind, par quelle question commencer, pardon, et ça le mastermind m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à des Kim Benour par exemple qui étaient sur ce podcast et d'autres comme Jean Laplace aussi qui m'ont aidé à me poser les questions auxquelles je ne pensais même pas. Ça c'est la puissance d'un mastermind ou c'est la puissance d'un bon mentor. C'est qu'il anticipe déjà, toi, tu as des années-lumière de ça et des faits de poser. Et en effet, moi, ça m'a énormément débloqué ce même problème que le tien. Alors, est-ce que c'est typique de l'entrepreneur qui se lance, qui est autonome, indépendant, et moi, je fais tout seul? À un moment donné, cette casquette-là, elle est dégommée très vite fait parce qu'en fait, ça te ralentit. Et c'est hyper sain d'être en capacité de dire, OK, là, je sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, carrément. Bon, en tout cas, Lisa, merci beaucoup pour le temps aujourd'hui. Merci On a à toi. respecté, tu m'avais dit, j'ai 1h30, j'ai respecté, surtout compris. Donc, merci à toi pour avoir été présente, c'était vraiment cool. Est-ce que s'il y a des personnes qui écoutent et qui ne te connaissaient pas, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver directement sur ton Instagram? Eh bien, j'ai 3 sites internet et 3 Instagram associés. Donc, il y a l'Académie IGI qui est donc HYGIE. Donc, le site c'est IGIacademy avec IE à la fin.com. Le compte Instagram associé. Il y a mon compte Lisa Salis Life qui est associé à mon site lisasalis.com. Et puis, il y a Pia Healings pour tout ce qui est immersion, healing session. Donc, Pia Healings avec un S à la fin. Et j'ai exactement la même chose en compte Instagram. Bon, super. Et ben écoute, encore un grand merci. Peut-être bientôt pour un prochain épisode, peut-être. Écoute, avec grand plaisir. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut... carrément. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, merci encore. Merci à toi, Lohan. C'était un immense plaisir. Et puis, voilà, si tu as même des questions par rapport à ce podcast et qu'il y a des choses que tu as envie d'approfondir, ce sera avec joie. Sans problème. Bye bye. Ciao.